Il était une fois, effectivement, un vieux couple heureux. Des berbères de la montagne marocaine, soumis au rythme doux de la vie villageoise, à l'observation des saisons et des couleurs du ciel. Le vieil homme, revenu d'un passé agité, passe ses journées à calligraphier en langue tifinagh, héritée des anciens, Touaregs, un long poème à la gloire d'un saint. Sa poésie sera chantée à la radio, diffusée en cassette, imprimée et reconnue. Les portraits de visiteurs, étudiants américains ou amis revenant de l'étranger, ou de héros locaux promis à la désuétude, tels le forgeron africain, agrémentent le rythme austère des journées, scandé par la cérémonie du thé ou la préparation des plats ancestraux, dont un délicieux couscous aux jeunes pousses de navets. Tout en maugréant contre la modernité fanfaronne, et ceux qui l'appellent les parvenus, il entreprend un nouveau poème sur le thème de l'arc-en-ciel. Loin des fulgurances et des éclats flamboyants et sombres qui ont fait sa gloire, l'auteur d'Agadir et du Déterreur, mort en 1995, nous livre ici plus qu'un testament, le roman de l'apaisement qu'il avait tant rêvé. Mohamed Kheireddine est l'un des grands écrivains de la littérature francophone marocaine. Il est né en 1941 à Tafraou, petite ville de la région du Souss au sud du Maroc, à 180 km au sud d'Agadir, très marqué par le séisme de 1960, il s'installe à Agadir en 1961 et y vit jusqu'en 1963. Il est chargé par la sécurité sociale d'enquêter auprès de la population. Jeune écrivain, il fréquente ensuite le cercle des amitiés littéraires et artistiques de Casablanca. En 1964, il fonde, avec Mostafa Nissabouri, le mouvement Poésie s'exile volontairement en France en 1965, et devient, pour subsister, ouvrier dans la banlieue parisienne. À partir de 1966, il publie dans la revue Encre vive et collabore en même temps aux Lettres nouvelles et à Présence africaine. En 1967, c'est la révélation de son roman Agadir, salué par le prix Enfant terrible qu'avait fondé Jean Cocteau. En 1979, il s'installe à nouveau au Maroc. Il meurt à Rabat le 18 novembre 1995, jour de la fête de l'indépendance du Maroc. Ses œuvres, Agadir, 1967, Corps négatif, 1968, Histoire d'un bon Dieu, 1968, Soleil arachnide, 1969, Moallègre, 1970, Le Déterreur, 1973, Ce Maroc. 1975. Résumé général, il était une fois un couple heureux qui vivait dans une vallée au rythme des saisons, Boucher, au passé agité, rencontre à une carrière militaire pour travailler la terre de ses ancêtres et vivre auprès de sa femme dont la cuisine le régale et la présence l'inspire et le rassure. En effet, Boucher calligraphie en langue tifinagh, longue poème à la gloire d'un saint méconnu tout en buvant du thé chinois reçu de France. L'imam de la Medersa du village trouva le moyen de faire éditer le poème qui est mis aussi en musique, chanté par Derès, diffusé à la radio et écouté par tous. Même Redouane, l'ami de Boucher, qui vit en France depuis 30 ans, prend connaissance du poème de Boucher, ce qui le décide à lui rendre visite. Malgré l'isolement du village, la modernité commence à s'y faire sentir. Les plus réfractaires finissent par abdiquer par commodité à la facilité. Boucher et sa femme, garant des traditions, adoptent la modernité dans les limites du raisonnable, ce qui n'est pas le cas des parvenus. Ces derniers sont méprisés par le vieux qui voit en eux des corrompus qui trompent le peuple et flouent l'État. Les personnages principaux. Oucheb, le vieux héros du roman. Il avait beaucoup voyagé dans le Nord et dans une partie d'Europe à la recherche d'une fortune qu'il n'a pas trouvée. Il était un fin lettré et un croix exemplaire. À la couille, la vieille voisine du couple, c'est une sainte aimée et respectée par le voisinage. Elle sait lire et écrire couramment l'arabe classique et le berbère. Elle était capable d'engager une soute avec n'importe quel alim. Cette vieille pouvait aussi soigner les anciens car elle maîtrisait la pharmacopée de l'époque. Les Touaregs, ce sont des nomades qui possèdent d'immenses troupeaux mais qui ne mangent pratiquement pas la viande. Ils vivent de lait de chamel et de dattes. Leurs femmes sont lettrées. Elles lisent et écrivent le tifinagh et elles composent des poèmes et des chansons. La Latiza Tazemleh, sainte et savante dont on disait à tort qu'elle fut la maîtresse attitrée de Sidi Mad ou Moussanzaoui, le saint aux 1001 miracles et prodiges. Le Mokadem, il a fait la prison pour trafic du kif. Ces trafics ne l'ont pas enrichi. Il est revenu avec sa femme arabe qu'il a totalement berbérisée. Le guide touristique attitré, c'est un polyglotte né au village. Il habite le chef-lieu où se trouve l'administration du souk.
Il a une femme et des enfants au village, une autre femme et enfant à Tizni et une troisième épouse au souk. Le vieux parle de lui en termes de baroudeur et d'aventurier. Le père du guide, il était un baroudeur, une sorte de bandit mais pas un tueur. Il aimait faire le coup des feux, le jeune noir Salem, le fils du ferblantier qui fabriquait aussi des sandales de caoutchouc. Circonciseur, vêtu comme un imam, il portait une longue barbe blanche de patriarche biblique et un impeccable turban à rayures dorées de lunettes de vue. L'adjudant, un homme honnête et travailleur. Il a invité le vieux à la circoncision de ses deux fils Ajlasen, bienfaiteur d'Amzil. Amzil, interlocuteur du vieux, homme dans la force de l'âge, maigre et grand, qui vivait été dans son temps l'unique maréchal ferrant du village. La doyenne du village, personne ne l'a jamais vue. Elle se souvenait de l'époque éwak des Arcaïs, parlait sans cesse des êtres invisibles qu'elle seule pouvait distinguer. L'ancêtre, il est venu du Sahara, il est venu s'installer au village à la tête d'un immense troupeau il y a plusieurs siècles de cela. Imoussak, un saint qui avait son tombeau près de la Médersa. Il avait peut-être été un chef de Zaouïa, d'où l'existence même de l'école de théologie. Belay, un chanteur qui avait toute la considération de boucher car ses textes étaient longuement mûris, Oumou, c'est un vieux remarié avec une jeune de 18 ans. Il est l'ami des parvenus, leur homme à tout faire et leur guide de chasse. Il a été dédommagé par ces messieurs suite à l'incendie de son verger. Radouane, c'est l'ami de Boucher, un immigré qui est devenu un investisseur. Koukban, un homme du clan qui représentait le dernier chaînon de sa lignée et qui avait offert le porte-plume à Boucher. Il lui apportait aussi des cahiers, des crayons de couleur et des biscuits quand il venait au village. Il était stérile et il est mort à sa fille devant sa boutique. Sa veuve s'est remariée et a eu des enfants. Chapitre 1. Un vieux couple dans un village reculé. Le vieux couple, Boucher et sa femme, menaient une vie au milieu des ruines hantées par les reptiles et les animaux sauvages dans village montagneux au sud du pays. Après plusieurs périples au nord et dans une partie de l'Europe, l'homme y avait élu domicile. C'est un bon croyant et fin lettré qui possédait à Mazagan une échoppe lui permettant de vivre à l'aise dans ce village reculé. Les deux vieux vivaient en bon terme avec la nature hostile et les voisins. Et même s'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'éprouvaient aucune amertume. Chapitre 2. Un homme d'honneur, en sa qualité de policier du village, le vieux reçut, du temps de la colonisation, un Mozazni venu chercher des résistants en fuite. Il leur abroua en lui signifiant sèchement que les fuyards n'étaient pas au village, et en informa les concernés qui continuèrent à vivre en toute quiétude. Après s'être délecté de ce souvenir qui lui était ché, Boucher alla tendre un piège pour attraper des lièvres. Le lendemain, il en rapporta 2 et somma sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine. Avant de dormir, il dit à sa femme que le lendemain, 2 bœufs seraient sacrifiés à la mosquée, et lui parla d'un rêve qui hantait ses nuits. Chapitre 3. Le rêve lancinant. Cette nuit-là, le sommeil du vieux est troublé par le même rêve, il tombait du haut d'un amandier qu'il grimpait. Le matin, il se rendit, en compagnie du boucher et d'un vieillard vénérable, la mosquée haute, où régnait une ambiance de fête qui se déroulait dans un rituel mémorable. Chapitre 4. Le souvenir douloureux de l'occupation française. Le vieux décrivit la fête du sacrifice des 2 bœufs à sa femme qui apprécia le quartier de viande qu'il avait rapporté. En buvant le thé et en fumant, il se rappela l'histoire du Maroc sous l'occupation française et les circonstances qui l'avaient conduit à s'installer définitivement dans le village. Il avait fui les villes meurtrières et misérables pour s'établir dans le giron des montagnes où régnait la quiétude et la sécurité. Il passait son temps à jardiner et à planter des arbres fruitiers, entourant de grands soins les oiseaux qui nichaient dans ces arbres et picotaient ses fruits. Il était devenu l'ami des oiseaux. Aussi les gens le prenaient-ils pour un saint ou un magicien. Tout en mangeant les amandes grillées et en sirotant le thé, Bouchaïd parla à sa vieille épouse du passé colonial en faisant le procès. Après, il s'endormit pour faire la sieste. Mais ne tarda pas à se réveiller en sursaut à cause du rêve qui le persécutait. Il se remit à fumer et à boire le thé en contemplant la montagne où la chasse du mouflon était une entreprise à haut risque pour des chasseurs peu aguerris. Et de se rappeler ses anciennes parties de chasse en compagnie d'amis, dont certains avaient été des bandits qui pillaient les campagnes. Après le retour de la vieille, qui était allée donner à manger et à boire aux bêtes qu'elle affectait, il lui parla d'une scolopendre, 1000 pattes venimeux des régions méditerranéennes. Et d'un serpent dans le réduit de l'âne, en affirmant qu'il ne représentait aucun danger pour eux. Ils conversèrent un long moment des rapports entre les bêtes et les hommes et de leur familiarité avec les bêtes.
La femme en vint à se désoler de l'absence de progéniture, mais son mari la consola en lui citant les noms de prophètes et de rois qui n'avaient pas d'enfants. Chapitre 5. La modernité envahissante. Les deux vieux assistaient à la modernité envahissante qui gagnait du terrain chaque jour. La première maison de béton, dont le propriétaire est un Casablancais, apparut à proximité du cimetière, au lendemain de l'indépendance. Des pistes furent aménagées et des voitures les sillonnèrent. Les anciennes maisons se ruinaient graduellement, surtout celles qui trônaient au sommet de la montagne. Des pompes d'eau firent irruption dans le village. Les bruits des radios déchirèrent le silence des lieux. Le vieux resta attaché à la tradition. Chapitre 6. La mémoire saccagée par les mercantilistes, la modernité et la tradition cohabitaient bon gré mal gré. Les villageois continuaient à cultiver leurs terres et à se rendre aux souks hebdomadaires en vue de s'approvisionner en produits modernes. Mais la femme de Bouchaïb rechignait toujours à aller à la minoterie installée dans le village pour faire moudre ses céréales. Elle utilisait toujours sa meule. Et elle veillait pieusement à ses bijoux en argent qu'elle préférait à ceux en or. Le couple déplora le pillage du patrimoine archéologique, des bijoux ancestraux et des articles en bois porteurs d'histoire, par les trafiquants de tous acabits qui les revendaient à des étrangers. Et le vieux de mettre sa femme en garde contre les camelots rapaces qui rôdent dans les villages. Boucher et sa femme étaient affligés par ces changements rapides qui annonçaient la ruine des valeurs ancestrales, la dépravation des jeunes à cause de la ville, le culte de l'argent, la rapacité qui mettait à mal les relations familiales et humaines, l'irrespect de coutumes. Ils stigmatisaient notamment l'alcool et ses retombées désastreuses sur les jeunes. Après cette conversation sur les temps ingrats, Bouchaïb révéla à sa femme qu'il était en train d'écrire des poèmes. Chapitre 7. Le tremblement de terre entre explications scientifiques et métaphysiques. Un jour, à la fin de l'été, après de bonnes récoltes, Boucher fumait alors que sa femme préparait le tagine. Un charrou et une mule avaient remplacé le chat noir et l'âne mort depuis quelque temps. Le nouveau félin disparut vite après avoir goûté à peine sa pitance. La nuit, le couple sentit un tremblement de terre. Le lendemain, les deux vieux apprirent que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. Les habitants du village, pris de panique, firent montre d'une grande piété. D'aucuns y virent un châtiment divin, contrairement à Boucher qui expliqua scientifiquement ce cataclysme naturel. Après une longue attente, les paysans se réjouirent des pluies torrentielles qui s'abattirent sur leur village. Ces paysans, qui peinaient beaucoup pour subsister, préféraient rester dans leur terroir que d'aller chercher une illusoire fortune dans les villes, pestilentielles au nord du pays, où les parvenus sont arrogants et avares. Dans ces villes régnait là. Chapitre 8. L'Europe et la ville corrompent les cœurs et les mœurs. Le vieux restait attaché à son village. Il refusait catégoriquement de le quitter pour s'installer dans les ghettos de la ville, à l'instar des jeunes éblouis par la vie moderne. Ces derniers, ingrats à la terre qui les a nourris, émigrent pour exercer de sots métiers dans des conditions déplorables. La plupart de ceux qui ont émigré vers l'Europe ne sont pas mieux lotis, ils vivotent dans l'humiliation. Leurs enfants, nés en terre d'exil sont dépravés. Ils ne respectent pas les vivants et profanent les tombes des ancêtres. Chapitre 9. L'histoire du saint méconnu. L'hiver était rude. Les habitants du village restaient tapis dans leur demeure. Le couple conversa du Ouvo Efki, jeune homme venu de l'institut de Taroudan en remplacement de l'ancien maître d'école mis en retraite. Pendant que la femme préparait, comme d'habitude, le tagine, le vieux écrivait l'histoire épique d'un saint méconnu. Il lut à voix haute un fragment du poème qu'il avait composé. Son épouse le trouva fascinant. Chapitre 10. Le vieux se réjouit de l'avènement de la verdure printanière après les averses de l'hiver, ce qui permit au couple de manger des fruits et des légumes frais. Un matin ensoleillé où les villageois étaient gais, Boucher sortit son attirail d'écriture. En sirotant le thé à l'absinthe, il pensa aux vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. Il conclut que le sort de ces dernières est mieux que celui des femmes mariées, battues par leurs époux et affaiblies par les multiples grosses. Il continua l'écriture quand sa femme, qui revenait de l'extérieur, lui apporta des oranges. Il n'en mangea pas, étant occupé par l'inspiration. Mais lorsqu'il rédigea plusieurs pages, il dégusta une orange en débitant un discours poétique sur ce fruit. Après le repas, un plat de couscous au navet, il parla à sa femme du Mokadem, un ancien trafiquant, et s'endormit. Chapitre 11. Les touristes. Le vieux continuait l'écriture de la vie du saint méconnu tout en initiant sa femme au mystère du monde.
Le lendemain, un guide touristique vint le voir pour louer sa mule et des ânes. 5 touristes américains voulaient faire une randonnée dans la montagne. L'un d'eux était un étudiant qui faisait une recherche sur les coutumes de la région. Les autres des contestataires de la politique belliqueuse de leur pays. Bouchaïb invita les visiteurs à prendre du thé, mais il refusa de louer sa monture. Pressés, le guide et les touristes s'excusèrent et partirent. Chapitre 12, l'écriture. Les touristes partis, le vieux descendit dans le jardin où il observa le chat aux aguets pour attraper un oiseau. Après avoir préparé le thé, il se mit à écrire. Au déjeuner, il informa sa femme de la visite du guide. Ce dernier ne tarda pas à réapparaître pour lui dire qu'il n'avait pas trouvé de bêtes de location, les villageois en avaient besoin pour leurs travaux de champ. Chapitre 13, la circoncision. 2 jours plus tard, Salem, un jeune noir, vint inviter le vieux à la fête de circoncision des 2 garçons de l'adjudant. Il se rendit à la demeure de son hôte qui le reçut chaleureusement. La circoncision des 2 enfants effrayés terminée, les invités conversèrent autour de ce rite et de l'excision dans certains pays africains. Après ils allèrent manger du couscous aux tripes, et partirent. Chapitre 14, le transistor japonais. Le vieux vitupéra contre les riches qui s'étaient installés dans le village, et condamne leurs vices, leur engouement pour la modernité fallacieuse et leur fortune bâtie grâce au vol. Sa colère s'apaisa à la vue des amandiers fleuris. Ce matin-là de février, il alla à la minoterie en vue de récupérer un colis en provenance de l'Hexagone. De retour chez lui, il y trouva, outre le thé et le tabac que lui envoyait régulièrement chaque trimestre un ami résidant en France, un transistor japonais et une robe française pour la vieille. Aussitôt, il se mit à écouter les paroles d'Awash. Son épouse apprécia beaucoup ses chants berbères. Chapitre 15, les ennuis d'Amzil. Le vieux fit venir Amzil pour qu'il fasse la meule. Le travail achevé, il invita le maréchal Ferrand à prendre un verre de thé. Ce dernier lui conta ses ennuis à cause de l'accouchement difficile de sa femme, et lui parla de la bienfaisance de Hajlassen qu'il avait aidé. Chapitre 16, la modernité a ruiné le maréchal Ferrand. Au dîner, Boucher relata à sa femme la mésaventure d'Amzil et ne manqua pas de louer la générosité et la noblesse de Hajlassen. Il se désola à cause de la ruine du maréchal Ferrand provoquée par l'industrie moderne et la concurrence des produits étrangers que les gens se procuraient volontiers. Avant de dormir, le vieux écouta à la radio Lawa. Chapitre 17, l'attrait de la modernité. Depuis l'agrandissement du magasin du village, les gens n'allaient que rarement au souk hebdomadaire. Même le vieux dérogeait à cette tradition. Ce jour-là, il fut au magasin dans le but de faire des emplettes. Il voulait se procurer des objets modernes, dont un réchaud à gaz. Chapitre 18, le vieux, fidèle aux traditions, lorsque le patron du magasin lui conseilla de se procurer des engrais, Boucher s'indigna et refusa net. Il acheta un cuisseau de chevreau et des plants puis revint chez lui. Après avoir planté les herbes achetées au magasin, il se remit à écrire l'histoire du saint, avec l'espoir qu'un jour quelqu'un découvrirait le manuscrit et le publierait. Chapitre 19, écrire contre l'oubli. Les propriétaires vendirent leurs troupeaux de chèvres et de brebis. Ils n'en voulaient plus. L'aïeule, doyenne de la région, refusait cependant de quitter la demeure délabrée où elle végétait en compagnie de son fils, Déménie. Le vieux vouait un grand respect à cette vieille femme. Il était affligé à l'idée qu'après la mort de la doyenne, le fils, renié par ses frères, vende la demeure qui serait démolie. Boucher déplora la vente du troupeau, dernier symbole de la région gagnée par une modernité frénétique. Le troupeau lui rappelait l'ancêtre venu du Sahara pour s'installer dans la région. C'est pour préserver ce patrimoine que le vieux écrit. Chapitre 20, de beaux poèmes. La médersa, attenante à un sanctuaire, était dirigée par un jeune imam lettré. Le vieux, qui lui avait confié depuis quelques jours une partie de son manuscrit, se rendit ce matin-là à l'école pour le voir. Ce dernier fit des éloges enthousiasmés aux poèmes, et promit à l'auteur d'œuvrer pour leur publication. De retour à la maison, sa femme lui fit savoir que Ahmad leur avait apporté 2 perdreaux, et révéla son intention de faire moudre son orge à la minoterie. Le vieux lui donna raison en expliquant qu'il y avait de bonnes et de mauvaises choses dans la modernité. Chapitre 21, la publication de l'œuvre du vieux. Au grand étonnement de son épouse, le vieux se réveilla au milieu de la nuit pour se mettre à écrire. Il la rassura en disant que l'écriture le rajeunissait. Après quelques semaines de travail, il acheva son œuvre et fut voir l'imam à la médersa.
Ce dernier la fit calligraphier par l'un de ses disciples et garda à la bibliothèque la belle calligraphie dans l'espoir qu'un mécène veuille l'imprimer. Un mois plus tard, un professeur à l'Institut de Taroudan ouvrit une souscription, et le livre vit le jour. Mais bien que les médias aient ignoré cette œuvre, un chantre manifesta son désir de mettre l'histoire en chanson. Le vieux refusa. Mais sur insistance de l'éditeur et de l'imam, il finit par accepter cette offre. Ainsi, l'auteur gagna de l'argent dont il offrit une partie à l'imam, pour la réfection de la médersa. Chapitre 22, diffusion audiovisuelle des poèmes. Le vieux accepta la diffusion audiovisuelle de son livre, car de la sorte les analphabètes y auraient accès. Cependant, il préférait des lecteurs lettrés capables d'apprécier la beauté de son œuvre. Sa femme fut contente quand on le qualifia à la radio d'Agadir de grand poète. Boucher lui promit d'acheter un lecteur de cassette afin qu'elle puisse écouter ses poèmes qui seraient enregistrés sur cassette. Chapitre 23, le poème Tisli Ouaman. Quelques jours plus tard, le vieux acheta au magasin un lecteur, des cassettes de Haj, Belaïd et une lampe à gaz. Lorsqu'il fut de retour à la maison, il confia à son épouse son intention d'écrire un poème intitulé Tisli Ouaman. En sa qualité de poète de vin, il exprima sa crainte d'une imminente sécheresse qui aurait des effets désastreux. Chapitre 24, l'incendie du verger. Un jour, Boucher assista à l'incendie du verger d'Oumou. Le lendemain, il apprit qu'on avait trouvé dans le verger des canettes de bière et des mégots. Il était sûr que Oumou serait dédommagé par les parvenus dont les fils dépravés avaient provoqué l'incendie. Le couple conversa longuement de la famille dégénérée d'Oumou, après quoi Boucher continua à écrire son poème en fumant et en sirotant le thé. Chapitre 25, la visite de l'ami de France. Un matin, Radouane, le vieil ami de France, vint après 30 ans d'exil, rendre visite au vieux. Le visiteur dit qu'on parlait à Paris de son livre. Il déplora les conditions déviées des immigrés dans l'Hexagone, notamment à cause de la montée du fascisme et du racisme. Les deux hommes en vinrent à deviser de la modernité fallacieuse du village où règne la misère et le culte de l'argent. Au moment où il parlait de l'âne et de la mule, le vieux et le visiteur entendirent un coup de feu. L'hôte expliqua que c'était Achmad qui chassait les perdreaux. 10 minutes plus tard, le braconnier apporta 6 volatiles ensanglantés. Le déjeuner terminé, Radouane dit au vieux qu'il devait partir à Agadir où il avait rendez-vous avec des personnes importantes. Il comptait acheter une ferme d'agrumes et installer une usine de production de jus d'orange. Après les salutations d'usage, le visiteur partit et le vieux s'endormit. Chapitre 26, la sécheresse. Cet hiver-là, la saison s'annonçait mal à cause des pluies qui tardaient à venir. C'était la sécheresse. Les bêtes crevaient de faim et de soif. Et bien que les autorités aient décrété qu'on ne sacrifierait pas de moutons à l'occasion de l'Aïd el-Kabir, certaines gens égorgèrent des ovins. Dans les bidonvilles, éclata une émeute qui fut réprimée dans le sang. C'est alors que l'État se mit à construire des barrages. Au village, les effets de la sécheresse ne refaisaient pas sentir avec acuité. La vieille dit à son mari que ce qu'il avait prédit dans son poème Tisli Ouaman se réalisa. Et de lui demander des livres pour leur vieille voisine, lettrée. Le vieux apprit à sa femme à faire fonctionner le magnétophone pour qu'elle puisse écouter ses poèmes mis en chanson par un raïs. Dans ses poèmes, il parlait de l'amour, de la beauté et de la nature. En buvant le thé, le vieux contemplait la montagne et réfléchissait aux changements que le temps apportait. Il se souvint de Koukban qui lui apportait ses porte-plumes, ses crayons et ses cahiers. C'était un homme qui aimait sa femme d'un amour profond. Chapitre 27, l'espoir. La deuxième année de sécheresse était plus terrible, les bourgades furent désertées par les habitants. Cependant le vieux ne s'inquiétait pas pour son village, il stigmatisait ceux qui émigrent pour s'entasser dans les ghettos des villes, et les parvenus indifférents au sort des démunis. En dépit du malheur, Boucher restait confiant dans l'avenir.